Mesdames et messieurs, bienvenue à notre webinaire Kepner-Trago dans la série Apollo 13. Je m'appelle Philippe Thompson et j'ai le plaisir de vous présenter ma collègue Erika Radcliffe. Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se joindre à nous lors de notre premier webinaire de la série Apollo 13, vous pouvez toujours télécharger l'enregistrement sur cette plateforme ou envoyez-nous un chat ou un message LinkedIn. Nous vous envoyons le lien. Je vous fais une synthèse de notre présentation d'avril. L'occasion était propice à utiliser l'exemple de cette épopée pour illustrer ce que c'est qu'une crise bien gérée. Elle a mis en évidence l'importance de disposer d'un outil bien rodé, des processus enracinés. Et grâce au fait que les équipes techniques de la NASA ont été formées à la méthodologie Kepner-Trago les années 60, ces équipes ont partagé une approche commune, un langage commun, une structure de réflexion solide, ce qui fait qu'ils ont pu, face au danger que vous voyez ici, faire le nécessaire pour traduire cette mission en ce qu'on appelle un échec réussi. Je vous montre ici les équipements en état normal, disons hors incident. Voici le dévray. Vous voyez là, vous apercevez très bien ce qu'on appelle le service module qui va souffrir très vite les effets d'une explosion. Et la surprise a été que tout d'un coup, un grand son d'explosion avec quelques indications sur les instruments met en péril la vie de 3 hommes avec des quantités dramatiques et insuffisantes d'oxygène, sans parler de l'eau, de la nourriture et de l'énergie pour les faire revenir sur Terre. C'est grâce donc à cette approche commune, cette méthodologie commune, qu'ils ont pu, en très peu de temps, prendre la décision d'utiliser le module lunaire comme radeau de sauvetage. Les équipes ont travaillé sans relâche et inventé des solutions créatives, dont je vous montre un exemple, avec vraiment ce qu'on appelle les moyens de bord pour réussir une mission de sauvetage et contre toute attente, faire revenir sains et saufs les 3 cosmonautes et la navette qui était vraiment en piètre condition. Il est évident que suite au retour des hommes sur Terre, les autorités ont demandé un rapport complet sur les incidents. Ils voulaient comprendre ce qui s'était passé. Et il est évident qu'en 1970, la technologie était autre. Le rapport montre, regardez ici, comme l'arbre de cause est assorti d'un pense-bête qui nous donne des explications sur comment rassembler et attacher, adhérer coller avec l'adhésif toutes les 25 pages du rapport pour pouvoir avoir une vue d'ensemble. Inutile de dire que la masse d'informations, de rapports à lire, des dizaines d'équipements, des centaines et des milliers de pièces rendaient la tâche de cette investigation très difficile. De nouveau, une structure mentale est de grande utilité pour planifier une investigation et pouvoir produire ce rapport qui a été présenté le 5 juin 1970. Nous avons isolé pour vous aujourd'hui l'explication de ce qui s'est passé à bord l'Apollo 13. Sans surprise, nous nous servons du « et » n'est pas et nous avons décelé pour vous les points saillants, les points les plus importants. Regardez comme, par exemple, nous parlons de l'objet défaut. On parle d'un « et » identifié comme un réservoir d'oxygène cryogénique numéro 2, mais pas le 1. Le 1 n'est pas atteint. Il est identique, mais pas atteint. Il n'est pas non plus les réservoirs d'hydrogène. On observe le phénomène sur l'Apollo 13, mais pas sur les missions 7 à 12. On observe aussi une expulsion rapide de l'oxygène à haute pression. Un des cosmonautes l'a manifesté quand il regardait par le hublot.
Et ce n'est pas une fuite lente. C'était passé à telle heure et pas à telle heure. Et l'information cycle de vie, qui, comme vous le savez, ceux qui connaissent et utilisent la méthode, est toujours très révélatrice. Il s'agissait étonnamment de la 4e agitation des tanks, des réservoirs d'oxygène liquide, mais pas la première, 2e, 3e. C'est un résumé, hein. L'investigation ou la recherche en elle-même est très complète. Effectivement, nous avons besoin de guides pour savoir dans quelle direction orienter l'investigation et les particularités et changements sont venus en aide. À titre d'exemple, regardez comme la particularité, ce réservoir a été vidé à l'aide d'un chauffage de 65 volts. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi cette vidange a dû avoir lieu. C'était lors d'un test où on a rempli ce réservoir d'oxygène, en fait les 2 réservoirs. Le 1 a été vidé parfaitement et tranquillement, sans souci, et les 2 pas. Très bien, on retient. Il y a aussi un changement associé à cette particularité, et c'est que la température à l'intérieur du réservoir est montée à approximativement 538 degrés, tandis que la tolérance connue est inférieure à 27 degrés. Donc, commence tout le travail de préparation de l'arbre de cause, qui a pris énormément de temps, et sont documentées toutes les façons possibles dont cet événement indésirable aurait pu avoir lieu. L'évaluation a été faite pour la relation entre tous les facteurs de causalité entre eux et l'événement final pour déterminer si les causes définies étaient mutuellement indépendantes ou si elles avaient besoin de coexister et de se passer de manière simultanée. Ça, à titre de résumé, je vais vous expliquer comment, au point de départ, voilà, sur cette visualisation qui nous est très chère, Kepner-Trego se spécialise dans la visualisation des événements en ce qu'on appelle une cartographie d'incidents ou un incident mapping. Et notre logiciel nous permet de reconstituer la chaîne claire de tous les événements. Ici, évidemment, vous voyez rien du tout, c'est trop petit. Donc, nous avons fait le travail de mise en page nécessaire pour vous expliquer, voici la première partie. Regardez comme sur le numéro 1, il y a la combustion du réservoir d'oxygène qui fait partir dans l'orbite toute la réserve d'oxygène. Pourquoi? Parce qu'il y a un court-circuit sur le câble du moteur du ventilateur qui agitait l'oxygène liquide, qui a mis le feu à l'isolation provoquée par un arc électrique. Pourquoi? D'où vient cet arc électrique? Ça vient d'un câble de téflon qui enveloppait le ventilateur de refroidissement et que lui était abîmé, donc il ne faisait plus, il n'avait plus d'isolation. Pourquoi? Numéro 4, parce que le réservoir avait été chauffé à 538 degrés au lieu des 27 degrés admis. Pourquoi? Parce qu'il y avait des interrupteurs thermostatiques à l'intérieur qui devaient faire leur travail et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient soudés. Involontairement, évidemment. Donc, ils étaient toujours en position off, fermée, et ils n'ont pas pu déceler cette irrégularité de la température. Avant de quitter ce slide, regardez le numéro 6. Comme il y a aussi concurrence d'une non-vérification d'un interrupteur par l'observation de lecture du courant de cet élément chauffant. Comme ça n'a pas été fait, nous allons voir dans la prochaine partie et la suivante, Philippe, s'il te plaît, comment le numéro 7 indique une alimentation à 65 volts pour les ventilateurs et le chauffage pendant environ 8 heures lors de cette vidange de test quelques jours avant le décollage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comme il fallait vider l'oxygène pour recommencer à 9 le jour précédant le décollage, cette alimentation a été allumée pendant 8 heures et ça a surchauffé les interrupteurs. Ce qui fait que le numéro 8 indique une coexistence des interrupteurs thermostatiques qui, eux,
fonctionne à un régime de 28 volts. Donc, vous voyez déjà l'incompatibilité. En 9, nous voyons comment le réservoir a été rempli à 65% après la vidange standard, avec un 9A qui nous explique que l'équipe technique n'a même pas considéré la possibilité qu'il puisse exister un dommage interne dans l'équipement. Plus bas, lié au thermostat numéro 8, 8A, D et C, fournisseur qui ne suggère pas d'adapter tous les équipements à 65 volts, incompatibilité des équipements au même voltage, et 3 instances, ni la NASA, ni le fournisseur 1, ni le 2, ont détecté cette différence qui, elle, avait été très bien documentée. Allez au numéro 10 avec moi pour voir la forte probabilité que le réservoir contienne en lui-même un assemblage dit lâche. Il n'était pas solide, il n'était pas correct, il n'était pas bien fait, il était un peu lâche. Pourquoi? Et voilà la cause racine. La pièce réservoir d'oxygène cryogénique numéro 2 a été déplacée lors de différentes manipulations et il a su faire une chute partielle de approximativement 4 cm. Lorsque nous verrons dans le transparent suivant comment les réservoirs d'oxygène bleus, vous les voyez en bleu ici, ils reposent sur une espèce d'étagère, un étage, un sol qui est maintenu sur 3 sécurités. On enlève 2 d'entre elles, la 3e reste en place et quand on veut bouger, ce réservoir numéro 2, il tape vers le plafond et la pièce est endommagée, causant des dommages internes que personne ne soupçonnait. Pour bien finir la méthode, on est tous conscients qu'il fallait évaluer les causes possibles, qui étaient l'agitateur du réservoir d'oxygène, et confirmer la cause seulement si et seulement si on arrive à la reproduire, à la contrôler et à la documenter. Quelles leçons tirer de notre expérience? Eh bien, c'est la question qui nous intéresse tous. C'est quoi le REX, le retour d'expérience? Vous avez ici une illustration de l'Apollo 14 et comment l'Apollo 14 a pu bénéficier de toutes ces leçons apprises, puisque après l'analyse de problèmes, les autres processus Kepner-Trego ont été utilisés pour, par exemple, analyser les problèmes potentiels. Comment faire pour que cela ne se reproduise plus? Ben, on s'est débarrassé des ventilateurs, on s'est débarrassé des moteurs et du Teflon. Ils étaient superflus. On a utilisé l'analyse d'opportunités potentielles pour améliorer le design de l'Apollo 13. On a rajouté un élément de refroidissement, on a rajouté une cellule de batterie. L'analyse de décision, évidemment, utilisée pour sélectionner des nouvelles procédés, de nouveaux matériaux, nouveaux fournisseurs, nouveaux systèmes. Et grosso modo, ceci illustre, j'attends le transparent suivant, voilà. Ceci illustre comment, quand on a une batterie de processus solides, on peut leur faire confiance. L'astuce étant évidemment qu'il faut les mettre en place avant que la crise n'arrive. Très bien, à vous. J'aimerais demander à Christine si elle voit des commentaires, des remarques sur le chat, si vous avez des questions à me poser. Oui, tu m'entends, Erika? J'entends, Chris. Alors, j'ai une question ici. Est-ce que Ishikawa aurait pu identifier la cause réelle comme l'a fait Katie? Très bonne question, très naturelle comme question. Ishikawa est très bon, le diagramme d'arrêt de poisson est très bon pour créer des familles. Donc, il donne des pistes bien organisées. Oui, absolument pour commencer. Pour nous, on s'en sert, mais on l'abandonne très vite parce qu'il ne nous donne pas suffisamment de détails. Nous, on aime aller au « et » n'est pas pour vérifier les causes possibles Ishikawa. Et ensuite, particularité et changement.
J'ai une question sympa. J'explique quoi à mon fils ce soir? Donc, et c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, c'est à cause du voltage que le réservoir a explosé, me demande quelqu'un. Oui, ça dépend pourquoi vous vous situez. Parce que la cause racine, la toute première, a été une chute involontaire ou un déplacement, c'est même pas une chute, elle a juste été bougée, la pièce. Donc, c'est cette séquence que je vous ai montrée sur la cartographie d'incident qui nous mène à cette difficulté des 65 volts lorsque l'équipement a dû être vidé de manière forcée de l'oxygène liquide parce qu'il ne vidait pas naturellement. Et là, les équipes techniques auraient dû se dire comment se fait-il que le réservoir 1 marche très bien et le 2 pas. Ils auraient peut-être commencé à démonter pour voir que la pièce était abîmée dès le départ. Donc, oui, 65 volts, mais il y a 3 ou 4 défaillances entre la chute et les 65 volts. Merci Erika. Et j'ai encore une question. Avez-vous creusé les causes profondes organisationnelles et humaines qui ont amené ces erreurs techniques? Oui, vous les voyez sur le logigramme. Elles sont identifiées en tant que procédure. On ne s'intéresse pas chez Kepner-Trego à mettre la faute sur quelqu'un et on dit quelle est l'action qui a été menée, peu importe qui. Vous les voyez sur la cartographie d'incident, équipe technique, non-vérification de la part de l'équipe technique sur la possibilité d'avoir un dommage. Ça, c'est ce qu'on appelle une erreur humaine. Mais nous, on le met dans la partie procédure. D'autres questions, Christine? Oui, je viens d'en voir une autre apparaître. Je pense que ça fait référence au puzzle de la NASA avec les 25 pages de papier. Ouais. Puis-je voir le rapport de la NASA? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut partager, Erika? Oui, bien sûr. On l'a envoyé carrément aussi lors du premier webinaire. C'est ce fameux document de 227 pages ou 277 pages. On vous enverra le lien. Nous, on l'a téléchargé d'Internet. Vous pouvez l'avoir, bien sûr. C'est de là qu'on s'est nourri pour faire l'arbre des causes, la cartographie d'incident. D'autres questions, Christine? Je lis des remerciements, mais je ne vois pas d'autres questions. Ne soyez pas timide, on est là pour ça. Oui, je me rends compte aussi que nous avons dépassé nos 15 minutes. Il est 2h18 après moi. Ce que nous aimerions faire, c'est évidemment avoir votre opinion. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. Vous avez déjà commencé ce matin. Merci pour ça. Vous avez la possibilité de le faire par Bright Talk. Cliquez sur Rate This ou envoyez-nous un courriel à Christine, à Philippe, à moi. Et dans l'attente d'avoir d'autres... Je reste en ligne encore quelques minutes si quelqu'un veut juste échanger. On a la possibilité de le faire. Voici nos coordonnées. Je vous dis merci de votre intérêt, de votre enthousiasme. Bon week-end à tous et à tout bientôt lors de notre prochain webinaire. Merci Erika. Merci Erika Christine. et Philippe, puisque je vous ai encore, je vais vous poser... Il y a une très bonne question qui vient d'arriver. Très bien. Philippe, ça va être pour toi. Quelle différence de KT par rapport à Shining Redex? Philippe, à toi. Je vais essayer de faire mon mieux en français de l'expliquer. Il y a plus ou moins 3 similarités et 3 grandes différences. D'abord, les deux systèmes sont une méthode convergente. Alors, on commence avec le dégât et on travaille pour éliminer tout ce qui peut pas être la cause racine pour arriver finalement aux causes vraies. Alors, convergence, c'est une grande similarité. Je dirais que la différence entre les deux, c'est que Sheinin utilise des méthodes plutôt statistiques et des éléments
neutre ou par expérience. Alors, on demande comme un Redex Master de pas utiliser l'expérience, mais on n'utilise qu'une méthode précise pour évaluer les 5 Green Why pour arriver au Redex. C'est leur méthode très stricte et très disciplinée. Kepner-Trago utilise beaucoup l'expérience des experts pour voir quelle pourrait être une cause probable et après on va valider les causes potentielles contre le is not. Alors les deux sont vraiment complémentaires, mais si vous avez des experts, c'est vraiment un système, je dirais, un peu plus rapide et un peu plus concentré sur l'expérience de vos experts d'utiliser Kepner-Trago. Mais naturellement, sur les problèmes très, très complexes, Shannon, c'est une alternative excellente. Si vous avez des problèmes de complexité moyen, Kepner-Trago, c'est une bonne méthode pour utiliser. Merci pour la question. Je me fais part de ce message. L'Ishikawa et le 5M sont des questionnements à intégrer dans l'analyse et n'est pas. Plutôt que dans le et n'est pas, je dirais dans les causes possibles. L'Ishikawa pour nous est très très utile dans la recherche des causes possibles. Pas tellement dans la spécification et n'est pas, parce que les 4 dimensions qu'on cherche, on est très clair là-dessus. Je veux le quoi, le où, le quand, le combien. Et dans ces 3 ou 4, à chaque fois, on rentre dans le détail nécessaire. Oui, non, j'utiliserai pas l'Ishikawa pour bâtir la construction, pour construire la description. De et n'est pas, tout à fait. Voilà, de et n'est pas, effectivement. Je ne vois pas d'autres questions, j'ai des salutations. Donc, pour ma part, eh bien, je vais dire bon week-end à tout le monde et merci d'être venu et d'avoir participé. Merci Erika, merci Christine. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci.